Bien, bonjour à tous. Euh, Merci à vous d'être venus pour écouter cette conférence. Vous m'entendez tous bien? C'est bon? Super. Donc je me présente, je m'appelle Son Lee, je suis le CEO et cofondateur de la société Didask, qui est une plateforme d'apprentissage en ligne qui permet de créer et diffuser des formations e-learning et avec la particularité de proposer une IA pédagogique, c'est-à-dire une forme d'assistance pédagogique intégrée qu'on a élaborée à partir de la recherche en sciences cognitives. C'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais prendre un petit peu une autre casquette. Alors, c'est en partie issu de cette expérience. Ça fait 8 ans maintenant que j'ai créé Didask et que je travaille dans ce secteur de la tech. Mais auparavant, moi, j'ai été chercheur spécialisé. Donc, j'ai travaillé en sciences cognitives à la fois sur les questions de mécanismes de l'apprentissage dans les années récentes. Mais auparavant, j'ai été économiste de l'éducation et de la formation et spécialiste un petit peu des grandes problématiques des politiques de formation et d'éducation en France, qui m'amenait à avoir une réflexion un petit peu plus large sur tous les sujets, je dirais, importants de société, avec une réflexion assez importante et qui ont un peu fondé mon engagement aussi dans la tech, avec des convictions importantes sur le rôle que la tech devait jouer, selon moi, pour pouvoir répondre un peu aux grandes problématiques de société que sont les problématiques de compétences, qui sont évidemment énormes par rapport aux problématiques de développement économique, de croissance économique de notre pays, et de plus en plus dans la mesure où on est dans un monde qui avance vite, qui tourne, change vite, et dans lequel la capacité de notre société, de notre économie, à réussir à faire en sorte que les gens apprennent vite et développent les compétences dont ils ont besoin et dont notre pays a besoin est un sujet central. Et c'est aussi évidemment un sujet absolument central pour la question de la lutte contre les inégalités, parce que l'inefficacité de notre système de formation, c'est la source probablement première de l'inégalité des chances et du fait de faire en sorte que ceux qui partent du mauvais pied, ou en tout cas qui partent de plus loin que les autres, ont évidemment une difficulté croissante à rattraper le retard qu'ils prennent par rapport aux autres. Donc c'est évidemment des sujets centraux dans lesquels la high-tech, et c'est quelque chose qui était un peu important pour moi de le rappeler en fait. Ici, on parle de plein de choses, on parle de technologie, on parle d'innovation, et des fois on finit nous-mêmes, moi-même d'ailleurs, par avoir la tête dans le guidon dans ce qu'on fait. Et je pense que de temps en temps, c'est important de prendre un petit peu de recul et se dire, ok, mais à quoi on sert, quoi. Enfin, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on est censé faire, dans quelle direction on est censé aller. Et si on réfléchit 2 secondes, pas forcément en termes de rentabilité, en termes de vitesse, mais en termes de qu'est-ce qui est important pour répondre à toutes ces grandes questions, on se rend compte qu'il y a quand même des choses des fois qu'on perd un petit peu de vue et que c'est peut-être un peu important de temps en temps de les rappeler pour essayer d'avancer dans la bonne direction autant que possible. Donc, je vais essayer de vous partager un petit peu ces réflexions que je me suis faites sur ces dernières années. Et après, si vous avez des questions et que vous voulez qu'on échange dessus, ça sera avec plaisir. La première chose qui me semble évidemment fondamentale sur la question de ce qu'on attend de l'EdTech, c'est quand même à un moment ou à un autre de s'attaquer pas que à la partie tech du learning technologies, mais à la partie learning. C'est-à-dire comment on fait en sorte que ces technologies, on s'assure qu'elles permettent réellement de faire apprendre les gens et d'améliorer la qualité des apprentissages. C'est vraiment étrange, que c'est une question qui a l'air à la fin. Ça paraît tellement évident à la fois que quand on dit on développe des technologies pour apprendre et on se retrouve à dire oui, mais est-ce que là, ce qu'on est en train de faire, est-ce que les gens apprennent vraiment mieux? Et en fait, de temps en temps, en fait, on s'aperçoit autour de la table, on se recule et on se dit en fait non, on n'en est pas sûr. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on le mesure même? Plein de fois, on ne le mesure même pas. Et je pense que sur ce sujet, il y a vraiment un changement de paradigme qu'il est temps de faire, de passer d'une logique dans laquelle la EdTech s'est beaucoup intéressée à la question de comment est-ce que je permets en fait de mettre à disposition du contenu de formation à n'importe qui a été la problématique en fait pendant longtemps, à une problématique, à la vraie problématique qui est comment je m'assure et comment je fais en sorte que l'apprenant se l'approprie, ce contenu, que ça génère une réelle transformation, un réel développement de compétences chez lui. Et ça, je pense que c'est un changement de paradigme qu'il n'était pas temps de faire dans les années 2000, dans les débuts du secteur EdTech, parce qu'il y avait d'autres problématiques, et la problématique de la EdTech à l'époque, c'était déjà d'être capable de construire des machines qui permettent en fait juste aux gens d'accéder à du contenu de formation en ligne. Je pense qu'ensuite, dans les années 2010, il y a eu une seconde génération un peu de la high-tech, de renouvellement,
qui a consisté cette fois-ci à faire une autre chose très importante, qui a été la modernisation des interfaces, d'une part, parce qu'on était quand même sur des interfaces qui étaient vieillissantes et pas du tout au standard du web à l'époque, et qu'évidemment que personne n'allait aller dessus si ça continuait à être comme ça. Donc il fallait déjà les renouveler, c'était essentiel. Et il y avait aussi une problématique auquel ils sont beaucoup attaqués, qui a été la création par les outils auteurs intégrés, et de faire en sorte que n'importe qui dans l'entreprise puisse a priori créer du contenu, minimum saisir du contenu, qui était aussi un sujet important. Je pense que malheureusement, on se rend bien compte que ça n'a pas suffi, même si c'était deux étapes très importantes, que la question de l'ergonomie, il ne suffit pas en fait de faire quelque chose de beau, de faire quelque chose d'attractif pour que les gens apprennent à la fin. Ça fait que les gens viennent et qu'on est un peu plus content qu'avant sur nos chiffres de complétion et nos chiffres d'engagement. Mais quand on regarde en fait les apprentissages réels, aujourd'hui, ça reste quand même encore très challengé à quel point est-ce qu'on arrive à vraiment bien faire apprendre en ligne. Et d'ailleurs, ça finit par se ressentir sur les chiffres d'engagement, parce que quand on regarde la durabilité des engagements, on voit qu'en fait, elle est assez faible. C'est-à-dire que les gens persistent peu et reviennent au fond assez peu. Tout simplement parce que, et ça c'est une conviction qu'on a chez Didas depuis longtemps, on est persuadé qu'en fait les deux sujets de l'engagement et de l'apprentissage, elles sont intimement liées. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, les gens ils reviennent si à la fin ils ont appris quelque chose et s'ils ont senti que le temps qu'ils ont consacré leur a été utile. Donc au final, les deux questions on finissent par revenir, et si on veut même adresser la question de l'engagement qui est aussi importante, il faudra de toute manière attaquer la question de l'apprentissage, et je pense que c'est la grande problématique à laquelle la EdTech devrait désormais s'attaquer. Ce qui me permet de faire le lien avec mon deuxième point, et qui est que pour ça, je pense qu'il va falloir aussi que, évidemment, la EdTech, quand je dis ça, quand je dis tout ça, c'est vraiment pas pour dire que personne ne le fait. Il y a évidemment justement, et c'est pour illustrer le fait que les mouvements qu'on voit en ce moment, de pas mal de tech aussi qui essaient de se saisir de ces sujets progressivement, etc. L'efficacité pédagogique, on le sait, elle passe par l'ingénierie pédagogique. Elle passe par notre capacité à passer d'un contenu au sens les informations qu'on veut transmettre, les concepts et les notions, en une expérience d'apprentissage qui soit digeste pour l'apprenant et sur lequel il arrive à connecter avec le reste de ses informations et de ses modèles mentaux pour développer une compétence à partir de ça. Et que ça se passe par cette réflexion pédagogique qu'on laisse en fait aujourd'hui, malheureusement je pense, encore trop à la responsabilité entière des utilisateurs. C'est-à-dire que la réflexion en fait qu'on a un petit peu, que le marché EdTech a quand même globalement, c'est de se dire qu'on développe des outils techniques, parce que finalement on est des informaticiens, nous, c'est pas notre métier, et c'est aux utilisateurs d'être pédagogues, c'est aux profs, c'est aux formateurs, c'est à eux finalement de l'être. Alors oui, c'est en partie vrai, je pense qu'il y a des ingénieurs pédagogiques, évidemment, certains d'entre vous le sont peut-être ici, on forme des ingénieurs pédagogiques, donc c'est le métier de savoir faire cette transformation, et heureusement, et ça sera toujours nécessaire. Mais je pense que ça ne suffira pas. Ça ne suffira jamais, parce qu'on le sait, et on le voit dans toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, on a souvent besoin que ce soit des experts métiers qui créent, des gens qui sont à un moment détenteurs d'une expertise et qui vont avoir besoin de créer par eux-mêmes sans qu'on ait le temps de faire passer par tout un process de travail en collaboration avec un ingénieur pédagogique. Et le problème, c'est que ces experts, ce n'est pas leur métier d'être pédagogue. Et ça, je pense que ça permet aussi de casser une idée un peu reçue qu'on a tous. Qui est qu'en tout cas, ce n'est pas parce qu'on est expert d'un sujet qu'on est un bon pédagogue sur ce sujet. C'est drôle parce qu'en fait, finalement, c'est quelque chose qu'on sait tous, parce qu'on a tous eu des enseignants qui étaient très experts de leur sujet et qui étaient de très mauvais profs au sens pédagogue. Mais quand on en revient à ces sujets, on se dit « Ah bah oui, par miracle, bizarrement, je vais leur donner un back-office pour qu'ils puissent créer, et ça va donner un bon cours. » Bah non, évidemment que ça ne donne pas un bon cours. Il n'y a aucune chance que ça le donne, parce que structurer un bon cours en e-learning, j'ai envie de dire que c'est presque encore peut-être plus dur qu'en présentiel, parce qu'à la limite, en présentiel, on a tous eu des exemples de bons profs sur lesquels on peut essayer un peu de s'appuyer par notre expérience, mais en e-learning, qui a eu dans son expérience, dans son passé, voilà, maintenant peut-être que ça va commencer à se développer, mais on voit bien que c'est complexe, et que d'une certaine manière, si ce n'est pas les outils et la technologie elle-même qui à un moment embarque l'ingénierie pédagogique et aide ces experts à être pédagogues sans qu'ils aient besoin de s'intéresser eux à la pédagogie, eh ben on aura beau leur dire autant qu'on veut, c'est important de prendre en compte ces sujets-là, je peux vous dire que la grande majorité continueront à faire des slides. C'est un peu provocateur ce que je dis, mais vraiment c'est une conviction de fond qu'on a beaucoup développée, on a essayé, on a travaillé avec des organisations, on a essayé de sensibiliser des experts et des formateurs. Et le pire c'est qu'ils l'entendent, ils entendent le message, ils sont tous d'accord, et même quand ils sont d'accord, le problème c'est qu'ils n'ont pas le temps.
en fait. Ce n'est pas leur métier. Eux, ils sont experts d'un sujet, ils font leur métier. À un moment, on leur demande de transmettre ça à d'autres personnes. Non, en fait, ils ne peuvent pas prendre tout un temps d'ingénierie pédagogique pour penser les choses bien. Donc, en fait, ils vont poser leur contenu quelque part. Je caricature, hein, évidemment qu'il y a des gens qui font un peu mieux et qui avaient un peu plus. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Et donc, à la fin, si ça ne passe pas par les outils, je pense qu'on va nécessairement passer à côté de la mission d'une manière ou d'une autre. L'autre point, c'est sur le temps et le coût de la conception e-learning. Je pense que, en fait, ce que je viens de vous dire, l'une des problématiques aussi, mais c'est un peu lié d'ailleurs à ce que je disais sur les experts, hein, l'un des problèmes du e-learning, c'est que c'est long à créer. C'est long, c'est difficile, ça prend du temps, et c'est normal, hein, c'est le principe du e-learning asynchrone. Alors là, je parle du e-learning asynchrone, d'accord? Le fait qu'on sorte de module e-learning, bien évidemment. J'arrive juste après d'ailleurs à la question du asynchrone versus les autres modalités, on va en parler. Mais sur la question du e-learning asynchrone, qui est une modalité importante, c'est quelque chose qui prend énormément du temps quand on veut bien le faire. En tout cas, quand on veut le faire pour justement faire en sorte que les apprenants se l'approprient, ça demande des efforts, ça demande de la réflexion. Alors, c'est pas simple d'avoir des chiffres solides dessus. Si certains d'entre vous d'ailleurs ont des chiffres récents, moi la dernière étude un petit peu solide et enquête un peu massive que j'ai pu voir dessus, c'est un rapport de l'organisation Chapman Alliance, mais qui date de 2011 déjà malheureusement, mais qui malgré tout est assez intéressant parce qu'elle découpe en différents types de e-learning. Et quand vous commencez à prendre les e-learning qu'ils appellent de niveau 2, qui sont des e-learning qui commencent à être des e-learning bien réfléchis, voilà, avec de l'interactivité, avec une organisation, une séquence pensée pour l'apprenant, etc. On arrive à 20 jours hommes en moyenne pour créer 1 heure de e-learning. Et quand vous interrogez des clients, en fait, ils nous disent que c'est vrai, que c'est à peu près ça que ça leur prend. Quand vous voulez faire un bon e-learning, j'entends, hein, c'est trop long, c'est pas possible. On n'arrivera jamais à remplir tous les besoins économiques de formation, de montée en compétences, si ça coûte aussi cher. Je veux dire, 20 jours hommes, on parle de 15 à 20 000 euros pour créer 1 heure de e-learning. Quand on voit l'ampleur des sujets, quand on voit le degré auquel les sujets changent, sur lequel il faut reprendre le contenu, quand on regarde tout ça, si on n'arrive pas à réduire ce temps, et là, c'est même pas un problème d'experts versus ingénieurs pédagogiques, je pense que c'est un problème pour les ingénieurs pédagogiques eux-mêmes. On le voit aujourd'hui, même nous, on travaille pas mal avec des ingénieurs pédagogiques qui nous disent « je sais faire, hein, moi, c'est pas le sujet ». Le problème, c'est que, en fait, quand je me retrouve à devoir industrialiser, à commencer à digitaliser énormément de contenu de formation, j'ai plus le temps de faire tout ce travail où c'est moi-même qui dois réfléchir à la manière de designer entièrement et où l'outil est juste un outil technique. Parce qu'évidemment, plein d'outils vont nous promettre en 3 clics créer votre formation. Tout le monde sait très bien ici, pour ceux qui l'ont fait, qu'en réalité, le temps, ce qui prend du temps, c'est tout ce temps de réflexion d'ingénierie pédagogique. Et c'est celui-là qui n'est pas affiché à ces moments-là. Et quand on le prend en compte, c'est celui-là. Et donc on en revient à cette problématique dont je parlais, de l'intégration de l'ingénierie pédagogique par les outils et par les technos. Et il va falloir que les technologies acceptent de faire ce travail de pédagogie, en fait, qu'on laisse trop aux utilisateurs uniquement aujourd'hui. Alors, un petit point sur les questions de synchrone, asynchrone, blended. C'est un sujet, on entend souvent quand on discute avec des clients ou des gens qui viennent nous voir au stand, beaucoup, et qui nous disent souvent, mais est-ce que vraiment le e-learning et le asynchrone, c'est ce qu'il faut? Est-ce que finalement, c'est pas l'hybride? Et on entend souvent ça, hein, de dire que finalement, c'est l'hybride et le blended qui est un peu la voie. En fait, oui, peut-être. Pourquoi pas? Et en fait, je pense que je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand on a les moyens de faire de l'hybride, bah c'est super, parce que là, on peut tirer le meilleur, en fait, effectivement, du présentiel, de l'asynchrone, etc. Et le problème, c'est que j'entends souvent dire, en fait, les solutions EdTech, il faut qu'elles fassent c'est les solutions qui font du blended qui sont importantes. Je pense que c'est trop facile de penser comme ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas le sujet. Je pense qu'au fond, il faut que la EdTech soit capable de bien traiter tous les sujets. Il faut qu'elle soit capable de bien traiter l'asynchrone, il faut qu'elle soit capable de bien traiter le synchrone et bien traiter le blended. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent, on n'a pas le choix, en fait. Souvent, le choix que nous, on voit chez nos clients entre les trois, c'est quand même souvent lié aussi à des contraintes économiques. Je veux dire, quand vous avez 10 000 personnes à former en 2 mois, allez faire du blended. C'est impossible. Quand vous avez des turnovers de fou, tous les mois, vous avez des nouvelles personnes qui arrivent, toutes les semaines, vous avez des nouvelles personnes qui arrivent et qui partent, allez faire du blended et monter des formations en présentiel pour le faire. Je veux dire, même si on s'en sort à faire du très bon blended, on sera loin d'avoir réglé tous les autres problèmes sur lesquels on n'aura pas d'autres réponses à fournir que de l'asynchrone. Donc je pense que c'est un faux débat.
Il faut juste réussir à faire du bon synchrone, du bon asynchrone et du bon blended si on veut pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques de formation aujourd'hui dans notre pays. Ok, là je voulais juste revenir sur un petit point sur les questions d'apprentissage et pédagogie qui sont aussi des choses importantes, je pense que la EdTech devrait intégrer. Là je reviens un petit peu sur le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, à commencer par la question de l'engagement et à faire apprendre. Je pense, on parle beaucoup d'engagement parce que aussi, comme je vous disais, c'est plus simple, hein, c'est plus simple à mesurer, c'est plus simple à évaluer. Les acheteurs, et voilà, c'est souvent sur ça que vous allez être évalué parce que tout simplement, et malheureusement, c'est, je crois, un des problèmes du marché, de la formation de manière générale, c'est qu'il y a un peu un vice de base dans le marché de la formation, je suis un peu dur avec ça, mais je le crois, qui est que la vraie finalité, c'est la montée en compétences et qu'elle est très très dure à évaluer et à mesurer. Donc on va tous en fait regarder des métriques qui sont des métriques d'engagement parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres moyens de faire. Et c'est un vrai problème. Je pense qu'il va falloir aussi qu'on arrive à trouver les moyens de faire en sorte que la mesure de la montée en compétences puisse se faire pour que le marché EdTech lui-même puisse prendre les bonnes directions. Parce que tant que les décideurs, les acheteurs et les solutions ne seront pas soumises aux bons incentives, forcément qu'ils ne pourront pas s'attaquer à ces sujets-là. Et on sait qu'engager n'est pas faire apprendre. Je n'ai pas besoin de vous convaincre dessus. Hein. Si c'était le cas, on aurait 100% de succès au code de la route, on aurait 100% de succès à tout ce genre d'examen, bien évidemment. Vous avez beau avoir envie, vous avez beau tout faire, c'est pas pour autant que vous apprenez. L'apprentissage, c'est beaucoup plus complexe, ça passe par tout un ensemble de mécanismes sur le plan cognitif, qui est toute votre capacité à ne pas faire d'erreur, votre capacité à transférer ce que vous avez appris dans un tas de situations, votre capacité à le faire en situation réelle. Et tout ça, c'est pas uniquement lié à votre engagement et à votre motivation et au fait que vous ayez suivi une formation, malheureusement. Un petit exemple, une petite étude scientifique que j'aime bien partager sur ces questions de différence entre l'engagement et l'apprentissage. C'est une étude qui a été menée dans le cadre, qui a été financée, il me semble, par l'un des financements PIA, IFRAN, dans lequel ils avaient testé, des chercheurs ont évalué l'impact d'un dispositif de réalité virtuelle pour de la formation sur de la logistique en entrepôt. Et c'était intéressant parce qu'ils étaient persuadés vraiment que ce dispositif était super, que ça allait vraiment bien marcher, donner des super résultats. Et donc c'est super, hein, c'est un mécanisme dans lequel vous rentriez, vous vous retrouviez dans l'entrepôt, et donc les étudiants se retrouvaient avec toutes les choses à manipuler, à essayer de faire, et donc ça fonctionnait comme un jeu. Engagement de fou, évidemment. Les étudiants étaient complètement fous, ils adoraient, ils étaient tous volontaires pour le faire, ils allaient jusqu'au bout sans aucun problème. Et après, ils ont comparé les résultats, et ça a été avec vraiment un protocole scientifique très rigoureux, tirage au sort parmi les volontaires, et donc une moitié qui ont suivi ça, et une moitié qui ont suivi le même contenu, mais par une formation la plus standard, classique, descendante, tout ce qu'on n'aimerait pas. Et malheureusement, c'est la deuxième qui a été la plus efficace. Ça s'explique, on le comprend et on le sait maintenant pour des tas de raisons, qui est que ce genre d'expérience, quand elles arrivent à un certain moment, le problème c'est qu'elles créent beaucoup de surcharge mentale. En réalité, en fait, ils sont tellement, j'ai envie de dire, presque engagés, et cette réalité virtuelle est un tel capteur de l'attention, en fait, ils ne se focalisent pas sur les bonnes choses, ils ne se focalisent pas sur le contenu même qu'ils ont à traiter et à apprendre, et en fait, à la fin, ils apprennent moins bien. Alors, il y a des bonnes nouvelles quand même, c'est qu'après, ils ont réussi à améliorer le dispositif et à faire en sorte de donner beaucoup moins de distracteurs à l'intérieur du système et à faire en sorte de focaliser l'attention sur les bonnes choses. Et je crois que les résultats étaient un peu meilleurs. Mais je trouve qu'il y a une leçon un peu à tirer, notamment pour toute l'EdTech sur ce sujet-là, c'est que vraiment, c'est pas parce qu'on fait des effets waouh vraiment que les gens apprennent, et c'est important de se le rappeler. S'inspirer du jeu, créer le plaisir dans l'effort. Ça, je voulais un peu m'attaquer à une idée que j'entends un peu trop souvent aussi, et qu'on voit beaucoup passer, qui est que l'important, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens apprennent sans effort. C'est pas possible, ça n'existe pas. L'apprentissage, c'est fondamentalement un effort cognitif. Apprendre, c'est fondamentalement faire un effort actif d'intégration des informations que vous recevez à l'intérieur de vos schémas mentaux, de reconfiguration progressive de ces choses-là. Il n'y a pas d'apprentissage sans effort. Quand vous apprenez, vous avez l'impression d'apprendre sans effort, c'est surtout parce que vous prenez tellement de plaisir que vous ne le vivez pas comme un effort au sens négatif du terme. Et ça, je pense que de ce point de vue, c'est vraiment intéressant de se le rappeler, et c'est là où on a le plus à gagner à s'inspirer du jeu, de manière générale, et des game designers qui, quelque part, ont développé la meilleure science d'une manière de
Moi, j'aime souvent dire que les game designers sont les meilleurs pédagogues parce que toute la science du game design, c'est de réussir à présenter à vos apprenants un challenge qui est à chaque instant suffisamment bien calibré, c'est-à-dire suffisamment difficile pour qu'il y ait quelque chose à apprendre et à la fois suffisamment à sa portée pour qu'ils se disent que c'est possible de faire le pas d'après. Un joueur, s'il n'a plus rien à apprendre, il décroche du jeu dès qu'il a fini en fait. Donc en fait, je vous recommande tous, d'ailleurs pour ceux que ces sujets intéressent, de lire un ouvrage que je recommande souvent, qui est le grand théoricien du game design qui s'appelle Ralph Koster, qui a sorti un livre qui s'appelle Theory of Fun. Et c'est intéressant parce que qui théorise en fait le fun, c'est-à-dire ce plaisir qu'on prend dans le jeu. Et le sous-titre de son livre, c'est Fun is Learning. Voilà, pour rappeler à tout le monde un peu ce point fondamental. Et c'est important aussi de se dire que ce plaisir, il ne vient pas de la gamification au sens où on l'entend souvent, qui est quelque chose d'un peu gadget, où on met une sorte de couche de récompense et d'interactivité sur un contenu qui lui-même n'est pas forcément pensé de manière ludique et fun, au sens dans sa structure, avec des paliers progressifs, où à chaque fois que j'ai appris quelque chose, j'ai une action qui m'est proposée pour me faire sentir que j'ai appris et que j'ai progressé, qui active ainsi ce qu'on appelle le circuit de la récompense, avec la génération de dopamine, etc., et tous ces circuits qui créent justement ce plaisir-là. Et ça, je pense que c'est vraiment des choses dont la high-tech doit s'inspirer pour pouvoir avancer. Deux petits points encore. Rendre les apprenants actifs, mettre les apprenants en activité. Même chose, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et on dit beaucoup, voilà, il faut qu'on utilise la technologie pour ça parce qu'il faut les mettre en action, les gens. Même chose, c'est vrai, mais attention à ce qu'on entend par là exactement. Brasser de l'air, brasser du vent, ça ne sert à rien. Être actif, en fait, ce qui fait apprendre, c'est être actif sur le plan cognitif du terme. Proposer des formes d'interaction dans les outils dans lesquels vous cliquez sur des trucs juste pour cliquer, mais qui ne sont pas des interactions qui vous font réfléchir, ça n'apporte rien de spécial en termes d'apprentissage. C'est vraiment important de se le dire. Quand les chercheurs parlent, parce que Stanislas Dehaene, le grand chercheur en neurosciences, dans ses 4 piliers, parle de l'engagement actif. Et à partir de là, ça a donné beaucoup d'appui à cette notion d'activité. Et c'est vrai, et c'est important. Mais justement, c'est pour ça qu'il ne parle pas d'activité seule, et qu'il parle d'engagement actif. Ce qu'il entend par là, c'est l'engagement au sens que l'apprenant se met... En fait, c'est assez simple. L'idée, c'est simplement de se dire, vous apprenez si à un moment, on vous pousse à réfléchir. Et quelque part, cette activité de réflexion, des fois, vous la faites sans qu'on vous demande de cliquer. Si le contenu il est bien pensé et qu'il vous fait réfléchir, c'est ça qui va vous mettre en activité suffisamment pour que vous appreniez. Rationaliser l'utilisation de l'apprentissage immersif. Je voulais en parler parce que je pense que c'est un gros sujet, l'apprentissage immersif. La tech, on va beaucoup dessus, et il y a beaucoup de gens qui proposent des choses dessus, et c'est très bien, et c'est très important, parce qu'on sent très bien qu'il y a tout un ensemble de compétences qu'on ne peut apprendre complètement que si on est en situation et que si on est plongé à un moment dans le fait de réaliser l'acte dans une situation à peu près réaliste. En revanche, ce n'est pas vrai que même pour ce genre de compétences, on ne peut les apprendre que comme ça. En fait, si pour apprendre un geste manuel, on vous plongeait directement, juste après la théorie, dans l'exécution du geste, vous allez vous retrouver généralement en surcharge mentale. Ce qui fonctionne beaucoup mieux, c'est de découper en fait les temps. Moi, j'aime bien parler en fait d'un découpage de ce que j'appelle les compétences à froid et la compétence à chaud. En fait, derrière un geste technique, un geste manuel, vous avez deux parties. Vous avez la capacité de la compétence à froid, qui est votre capacité a priori à savoir quel est le geste qu'il faut faire dans cette situation. Et après, vous avez la compétence à chaud, qui est la capacité à le faire en temps réel avec les émotions. Et l'exécution, d'une certaine manière. Ça, c'est deux choses qui sont distinctes et en fait, qui se traitent de manière différente. Et la première partie, vous n'avez pas du tout besoin de l'apprentissage immersif pour le faire. Vous le traitez très bien d'autrement par la multiplication de mises en situation répétées dans lesquelles vous faites réfléchir l'apprenant. C'est exactement ce que les gens font avec le code de la route et l'apprentissage de la conduite. J'aime bien donner cet exemple. Vous savez, entre la théorie qui est le livre et le moment où vous venez dans la voiture, il y a toute une phase très longue, un peu pénible, dans lequel vous apprenez, en fait, on vous multiplie les situations et on vous dit à chaque fois qu'est-ce que vous feriez, est-ce que là vous pouvez doubler ou pas, etc. Et ce n'est qu'une fois que vous faites ça correctement qu'on vous met dans la voiture. Et bien, plongez les gens directement sur 2 heures d'apprentissage immersif pour apprendre sur le tas des compétences. Imaginez qu'on vous ait plongé dans la voiture
après le livre. C'est à peu près la même chose qui risque de se passer. Et en faisant ça, on risque d'ailleurs de créer une sorte de sentiment de gadgetisation un peu de la formation, en utilisant la réalité virtuelle et l'apprentissage immersif à mauvais escient, et quelque part dégoûter peut-être même des gens de cette modalité, alors qu'elle peut jouer un rôle important si on l'utilise à bon escient, d'autant plus qu'elle est coûteuse. En plus. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que le temps est passé. J'avais 2 autres petits points que je voulais aborder, mais c'est pas grave. C'était d'autres choses dans la même veine. Voilà, peut-être juste pour conclure en 2 mots. Déjà, merci d'avoir été là et de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura inspiré des choses sur les orientations et sur ces thématiques-là. Je pense qu'en tout cas, voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu pour la high-tech de rentrer sur les sujets de l'apprentissage en tant que tel, et pas de sortir de la technologie, mais de dire comment est-ce que la technologie aide à apprendre. J'aime beaucoup une formule que j'ai entendue par l'un de mes collègues, qui est « Learning technology should be about learning ». Bon, je vous remercie.